Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Zuber Lafage, je suis professeur des universités à Centrale Lille et président de l'Institut français de la construction Lean. Donc, l'Institut français de la construction Lean a pour objectif de faire passer la construction Lean du stade de l'adoption pure et simple à celui de la mise en œuvre systématique et courante dans le secteur français et également francophone dans le domaine de la construction. Donc, on est vraiment ouvert sur la France, mais également sur toute la partie francophone. Nos valeurs sont partager les savoirs, les connaissances et les compétences et les savoir-faire. Deuxième valeur, c'est cultiver l'esprit d'entreprise et de l'innovation en intégrant l'esprit Lean, la philosophie Lean dans toutes les échelles. S'engager également pour la réduction du gaspillage, mais également offrir l'excellence et l'amélioration continue. Les aspects Lean sont principalement la collaboration et la chasse au gaspillage, et ce sont des choses qui sont principalement nos valeurs. Pour cela, l'Institut s'est bien organisé. Nous avons 10 bonnes raisons pour nous joindre et adhérer. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, d'abord, première raison, c'est de participer à une communauté d'acteurs pour faire le changement et pour être acteur du changement. Augmenter vos connaissances et vos pratiques. Vous augmentez vos connaissances, nous augmentons nos connaissances. Les connaissances sont quelque chose à partager. Favoriser les échanges d'expériences, le best practice, les bonnes pratiques. Continuer à l'amélioration de la construction Lean. Il y a plusieurs choses qui sont liées également au Lean avec des outils, avec des méthodes, avec de recherche également. Partager une culture Lean avec plus de collègues. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire en France, soit au niveau institutionnel, soit au niveau individuel, soit au niveau des entreprises. Proposer également des stratégies incluant le Lean à des parties prenantes. C'est-à-dire, dans le secteur de la construction, ça passe de l'architecte à l'entreprise, aux promoteurs immobiliers, aux banquiers, aux clients, aux entreprises de construction et également aux prestataires. Devenir un influenceur de Lean pour la construction et du vrai Lean, pour dire les choses vraiment clairement. Permettre à la construction Lean d'être comprise par le plus grand nombre, comme j'avais dit tout à l'heure, à l'échelle individuelle, mais à l'échelle privée et à l'échelle également publique, parce qu'il y a quand même pas mal de pratiques au niveau public qui sont encore intéressantes à travailler. Diffuser vos savoirs en langue française et accueillir et proposer des stagiaires et une sorte de hub pour vous et pour nous. Plusieurs partenaires nous ont déjà rejoints au niveau sponsor. Platinum, or, argent et bronze. Nous avons Timothy, nous avons Acorus, nous avons Spi Batignolles, Paris Ouest Construction, Delta Partner, Aflia, Lyon Gross, GP-Lean et Ramri. Et aujourd'hui même, nous avons la chance et l'honneur d'avoir un nouveau partenaire, ce qui est IMA Construction. Et donc, c'était il y a quelques minutes, on avait la confirmation de ce nouveau partenariat. Comment avoir des informations, comment rentrer en contact avec nous, retrouver tous nos webinaires en tant qu'adhérent avec notre futur partenaire IOGA, qui nous aide vraiment à valoriser les aspects à gestion de données, synthèse des informations et valorisation des vidéos et des webinaires. Et nous avons créé un partenariat dernièrement avec cette startup Yoga. Et vous avez ici une liste de toutes les vidéos qui sont sur notre site YouTube. Nous avons aussi une communauté sur le LinkedIn, donc vous pouvez nous contacter, vous voyez l'adresse également ici pour nous suivre. Mais voilà notre page institutionnelle. On a un bureau qui a été élu, qui travaille d'une manière assez continue pour l'Institut français de la construction de Lean. D'abord, Dr Béatrice Rosé, qui est ingénieure de recherche de l'Université de Lille, une passionnée également de Lean, qui est secrétaire générale, qui est Madame Dominique Prenard-Baradzi, qui est expert Lean, qui a un parcours extrêmement riche de l'automobile à la construction et ensuite maintenant a créé son entreprise Aflia spécialisée dans le Lean Green ou bien le Lean Vert. Et moi-même, Zuber Lafage, je suis professeur de l'Université à Centrale Lille dans le domaine de la construction et j'ai dirigé plusieurs thèses et des stages et des projets industriels dans le domaine de Lean. Nous avons aussi un conseil d'administration où il y a 24 membres
vraiment de grande qualité qui nous rejoignent et qui assurent en fait cette notion de diffusion de compétences, d'amélioration continue, de savoir et de savoir-faire, et qui nous viennent en fait des divers parcours, et divers horizons, et c'est une richesse assez importante. Bonjour à tous, on est là pour vous accueillir pour ce webinaire numéro 7 sur l'amélioration qui part du terrain. Donc, je me présente, Sophie Mulchtef, je suis responsable d'activité associée chez IMA, ingénieure architecte de formation et experte ligne construction depuis bientôt 10 ans maintenant. J'accompagne des entreprises et des projets à la mise en place de démarches ligne construction. Et je suis Quentin Brianté, je suis responsable du service Lean au sein de Spibatignol Construction en région. Et ça fait 3 ans qu'on accompagne les chantiers et les services dans l'amélioration continue avec les outils du Lean Construction. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est du coup de vous montrer de repartir des bases. Zuber l'a expliqué en introduction. L'idée, c'est de repartir de l'amélioration, de la base de l'amélioration continue qui vient vraiment d'une approche par la valeur des tâches avec de l'observation. Alors, le constat, c'est quoi? C'est que dans le secteur de la construction, à peu près 30% des heures de travail sont gaspillées. Euh, on parle de gaspillage, on vous expliquera plus tard qu'est-ce qu'on entend par là. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher des potentiels d'optimisation et d'amélioration pour améliorer ce constat. Et donc, pour ce faire, on va essayer de trouver une façon de faire le pas de côté et pour regarder différemment ce qu'on a l'habitude de voir de connaître sur le bout des doigts. Donc, pour ce faire, on va mettre les lunettes du client et commencer à observer les processus et les opérations avec cette notion de valeur ajoutée vis-à-vis du client et de non-valeur ajoutée. La valeur ajoutée, ça va être tout ce qui transforme le bâtiment concrètement vis-à-vis du client. Et la non-valeur ajoutée, ça va être tout le reste. L'idée, ça va être aussi d'aller chercher les bonnes pratiques de l'industrie pour industrialiser le monde du BTP, mais c'est pas de recréer l'image que vous voyez là, c'est vraiment de se poser la question des différents process et comment est-ce qu'on peut organiser mieux les choses. Et pour ce faire, il va falloir passer par cette notion d'observation. Et donc, on va s'inspirer du grand maître du Lean, Taishi Ono, qui nous a appris une chose importante, c'est qui n'observe pas ne comprend pas. À savoir que c'est fondamental, dans un premier temps, d'observer les postes de travail et de se poser la question de quelles sont les opérations réellement à valeur ajoutée et comment est-ce que je vais sortir la non-valeur ajoutée du poste de travail pour l'externaliser, voire la supprimer si je le peux. Donc, le premier fondamental, c'est vraiment ça. Et c'est là-dessus qu'on va baser en fait toute la philosophie de l'amélioration continue qu'on met en œuvre. Il est beaucoup plus simple de diminuer de la non-valeur ajoutée que d'augmenter la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, les gains potentiels estimés de cette baisse de non-valeur ajoutée sont assez importants. Donc, dans le Lean, tout part de là, de cette observation, comme Sophie l'a dit. Et cette non-valeur ajoutée, le Toyota Product System l'a catégorisée en 8 catégories, donc les 8 fameux MUDA, la surproduction, le surstock, les défauts, les étapes sans valeur, les temps d'attente, etc., qui sont assez connus aujourd'hui. Et de ces observations de terrain et des échanges qu'on peut avoir avec les compagnons ou les personnes qui font, c'est le plus important, sont issues les non-valeurs ajoutées, et ces non-valeurs ajoutées sont catégorisées en gaspillage, ce qui nous permet après de rationaliser les outils à mettre en place pour pouvoir les diminuer et surtout mesurer le gain ou la non-perte potentielle qu'on pourra effectuer. Le Lean est une approche systémique, donc ça veut dire que sans standard, il ne peut pas y avoir d'amélioration. On va observer des phases de travail ou des phases de poste de travail ou des processus métiers de bout en bout, des petits bouts. Donc l'idée, c'est d'observer des tâches, de les catégoriser, de les rationaliser, de les compter en temps, et de ce temps, on pourra
on pourra avoir de la marge ou des gains potentiels. Donc là, par exemple, c'est un exemple de chrono-analyse qu'on peut faire sur un chantier. La chrono-analyse est déjà un premier outil de diagnostic. Et ensuite, de cette chrono-analyse, eh ben, on va pouvoir travailler sur la plus grande non-valeur et la faire baisser la plus facilement possible. Ceci afin de, alors c'est des schémas très théoriques, hein, mais ceci afin de non pas avoir des gains potentiels, mais peut-être aussi augmenter la marge des entreprises ou de nos entreprises, que ce soit en argent ou en temps. Le temps étant une valeur très importante dans le lean. Donc typiquement, si on arrive à baisser, pour la même valeur ajoutée créée, si on arrive à baisser de moitié une non-valeur, potentiellement, on peut récupérer un peu de marge ou un peu de temps pour réaliser d'autres choses ou pour mieux former ou pour mettre en place tout un système d'amélioration continue qu'on va, j'espère, vous montrer dans les exemples plus pratiques. Alors maintenant qu'on a reposé un peu les bases théoriques de c'est quoi le Lean, en fait, ce qu'on voulait vous montrer, c'était concrètement comment est-ce qu'on le met en application. L'idée toujours étant d'aller chercher cette chasse au gaspillage et donc de trouver des moyens, des outils, de déjà, dans un premier temps, arriver à voir et identifier ces non-valeurs ajoutées. Et donc, la première chose, c'est ce qu'on appelle le Gemba Walk. Le Gemba, en fait, c'est à destination plutôt, on va dire, des dirigeants ou même directeurs de projet, encadrement. L'idée, c'est d'arriver à observer son chantier ou observer son site de fabrication et arriver à voir toutes ces non-valeurs ajoutées sur le poste de travail. Donc en fait, il existe quelques règles pour arriver à faire ces observations et observer vraiment des gaspillages. Mais la première, c'est déjà de se positionner en tant qu'observateur et surtout ne pas juger de ce qu'on va voir et d'essayer de poser un maximum de questions. C'est important pour arriver à prendre du recul sur l'organisation et faire ce pas de côté avec un nouvel œil sur l'organisation. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, on est accompagné quand on fait ce genre d'exercice pour arriver à comprendre où sont les potentiels d'amélioration. Et donc, les 3 étapes vraiment importantes pour arriver à faire un Gemba qui est efficace, c'est dans un premier temps, donc, comme je disais, d'observer, d'être curieux, de regarder et remonter tout le processus. Ensuite, de poser plein de questions, mais que ces questions, elles soient dans une certaine neutralité. On va vraiment chercher à être respectueux et surtout ne pas essayer de juger si on fait du bon ou du mauvais travail, mais plutôt de se poser la question de qu'est-ce qui est de la valeur ajoutée pour le client, qu'est-ce qui n'en est pas et où est-ce qu'on a des potentiels d'amélioration dans cette non-valeur ajoutée, où est-ce que les ressources sont gaspillées, à quel endroit. Donc l'idée, ça va être vraiment de s'ouvrir les yeux et de s'éclairer sur les potentiels d'optimisation et de regarder du coup, comme je vous disais, l'organisation vraiment avec un regard différent. Donc ça, c'est un des premiers outils de diagnostic. On en a d'autres. Il y en a plein, il y en a plein. Donc tout l'art de nos métiers, autant Sophie que moi, c'est de faire comprendre que toute étape dans un processus crée de la valeur et crée de la non-valeur et de pouvoir l'observer. Un autre outil disponible sur le marché du lean ou dans la littérature, c'est le diagramme spaghetti ou la représentation des flux. C'est typiquement un outil très pragmatique et très utile sur des chantiers ou dans des ateliers. C'est-à-dire qu'on va prendre un compagnon, un ouvrier, quelqu'un qui fait, et on va voir ses déplacements. Ces déplacements, ils sont créés par une demande ou par un besoin d'aller chercher un outil, d'aller chercher de la matière, d'emmener un produit fini à un endroit ou à un autre. Et ces déplacements créent de la non-valeur. Le déplacement est un des gaspillages du lean. Et le but, c'est de pouvoir le réduire le plus possible. Si on observe qu'un poste de travail est assez disparate par rapport au mouvement que peut avoir le compagnon qui circule autour, eh ben, c'est au processus de s'adapter et de donner les clés au compagnon de pouvoir moins faire de pas et moins se déplacer. On a typiquement des exemples sur des chantiers de tours ou d'étages où des compagnons se déplacent pour aller chercher du matériel, une perceuse, des clous,
des vis HUS, etc. Le but du jeu étant qu'il se déplace le moins possible, de créer des stocks tampons dans des étages pour qu'il ait la bonne matière au bon endroit pour faire la bonne chose. Donc, le diagramme spaghetti est un outil très pragmatique et très utile, pour montrer en tout cas. Un autre outil qui, lui, s'affaire plus sur le processus en lui-même, si tant est il y en est un, ça nous permet d'écrire de manière visuelle sur du tableau blanc ou avec des post-it le qui fait quoi, comment et quand, de manière collaborative avec les personnes qui utilisent le processus. Donc, c'est le CIPOC pour Supplier Input Process Output Customer. L'idée, c'est de savoir le lien qu'il y a entre un fournisseur d'informations et le client qui reçoit l'information et comment se passe le flux de l'information, avec quel document, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, est-ce qu'il il est en surprocessing, est-ce qu'il est trop, qui est un gaspillage. Et donc, de manière visuelle, avec 5 colonnes et autant de lignes qu'on a envie, on est capable de démontrer qu'un processus fonctionne ou qu'il n'est pas compris, ou réécrire un processus de manière très simple. Et ce processus, la colonne qu'on voit au milieu, peut être mis à l'horizontale pour travailler un peu plus en profondeur avec l'outil que Sophie va vous présenter tout de suite. C'est un des derniers outils qu'on voulait vous montrer pour parler de comment est-ce qu'on peut améliorer un processus et aller voir surtout les gaspillages. C'est la cartographie des flux de la chaîne de valeur. En anglais, on appelle ça une VSM. En fait, la construction de ce processus d'une manière graphique, elle va vous permettre de voir vraiment tous les flux de travail sur une organisation. Une fois que j'ai dit ça, ça peut être par exemple comment est-ce qu'on monte une banche sur un chantier. Ça peut être aussi comment est-ce que je vais payer mes fournisseurs. Ça peut être tous ces processus qui nous permettent de construire le projet et de faire le projet. Et donc, l'idée, ça va être de cartographier vraiment les postes de travail et de voir quelles sont les informations qui rentrent, comment est-ce qu'on gère les fournisseurs, etc. Et là-dedans, d'identifier les différentes tâches à valeur ajoutée, à non-valeur ajoutée, et se poser la question de quantifier. Ce qui est vraiment hyper important dans cet exercice, c'est que c'est un exercice qui se veut collaboratif. Donc, si on veut qu'il y ait de l'efficacité, il faut que ce soit fait avec les personnes qui participent au processus. Donc, si je reviens à la construction de ma banche, ce serait important d'organiser un atelier avec la personne qui fait les méthodes, parce que c'est elle qui a imaginé la façon dont on va construire, mais aussi et identifier les différentes tâches qu'il faut réaliser, et peut-être même aller chercher des ouvriers pour pouvoir avoir leur retour d'expérience. Et en fait, ce qu'il faut arriver à voir, c'est bien toutes ces différentes étapes. Donc là, vous avez par exemple un exemple de cartographie où on est sur un process plutôt administratif et on a identifié qu'est-ce qui est vraiment de la valeur ajoutée, qu'est-ce qui est de la non-valeur ajoutée vis-à-vis du client. Et on a quantifié, parce que sans mesure, c'est difficile d'améliorer. On a quantifié toutes ces actions. Et donc ça, c'est vraiment la première étape. Et la deuxième étape, c'est de se poser la question, quel serait le processus idéal, l'idéal et le futur vers lequel on aimerait aller. Et ensuite, la dernière étape, c'est de se poser la question du plan d'action pour arriver à aller chercher tous les potentiels d'optimisation qu'on aura identifiés et aller vers ce nouveau processus. Donc ça, c'est un outil qui nous permet également de bien se poser les questions de qu'est-ce qui apporte de la valeur dans le processus, qu'est-ce qui n'en a pas, et où est-ce qu'on peut aller la chercher au niveau des personnes du terrain. Peut-être ce qu'on n'a pas précisé, c'est la valeur ajoutée. La définition de la valeur ajoutée, c'est ce pourquoi le client paye, le client étant le client interne ou externe. Sur nos chantiers, peut-être que les personnels travaux payent les méthodes en interne et ces méthodes doivent répondre parfaitement aux besoins des travaux. Ce qui est identifié aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir un petit peu de distordance entre les deux. Mais on peut avoir aussi le client externe qui est la tête du chapeau du fameux temple du Lean qu'on peut voir à cette image, c'est-à-dire le destinataire final du bâtiment ou de la fin du processus qu'il faut absolument satisfaire dans n'importe quel cas. Donc pour ça, la théorie du Lean nous montre que la construction
la satisfaction du client repose sur la construction d'un temple avec des fondations solides. Ces fondations étant énumérées avec les standards de construction, les standards de l'entreprise, les processus de l'entreprise. Chez Spivatinho, ça s'appelle les fondamentaux. La méthode de communication qu'on a en interne, la méthode de rangement pour ne pas perdre du temps à aller chercher quelque chose ou aller chercher une information dans une hiérarchie de documentaire énorme. Aujourd'hui, les projets sont plus complexes, les intervenants sont plus nombreux, donc il faut rationaliser tout ça. Une fois que tout ça, que c'est fondamentaux ou que cette base est très solide, ce qui peut prendre pas mal de temps à mettre en place, on peut monter sur les deux piliers principaux du Lean, c'est-à-dire la gestion et l'organisation des flux, que ce soit information, quantitatif, matière, financier, et la qualité. La qualité étant la juste qualité au bon moment. Je construis un mur, il faut qu'il soit de telle nature parce que mon client a payé pour un mur avec tous les composants à l'intérieur. La maîtrise du flux est plutôt gérée au niveau du planning et des outils après sont mis en place pour s'assurer que le planning est tenu. Le plus connu étant le Last Planner System, donc le LPS, le planning géotemporel, c'est-à-dire qu'on crée des zones de travail, on crée des flux de travaux et on s'assure que tout est fait au bon moment. La juste qualité étant assurée par plein d'autres outils comme le JDoka, Landon, qui sont des méthodes pour éviter de faire de la non-qualité. Ce temple fait reposer le toit, qui est la satisfaction du client. Le client est satisfait s'il n'y a pas d'accident sur son chantier, si la qualité est attendue, si la maîtrise de son planning et de ses coûts est fait, et un client satisfait est un client qui revient. Le plus dans les outils du Lean et dans l'application de tout ce qu'on peut faire, c'est que l'humain redevient moteur de son amélioration continue et l'excellence opérationnelle est un outil pour remettre l'humain au milieu du processus de production. Et moi, à titre personnel, ce que je trouve formidable dans le Lean, c'est que l'erreur n'est pas humaine, mais l'erreur vient forcément du processus parce qu'il a laissé la place à la création de l'erreur. Et quand on prend ce prisme-là, je trouve que les discussions sont un peu plus calmes avec ceux qui doivent faire. Alors, ce qu'on se propose de faire, c'est plutôt que de parler de théorie pendant des heures, c'est de montrer des exemples concrets. La première chose à noter, en fait, c'est que toutes ces démarches, elles s'inscrivent dans des démarches de changement. On va regarder différemment l'organisation, du coup, on va apporter de l'amélioration, ce qui va changer les pratiques. On va vraiment modifier un petit peu le système de management du projet et Et ce qui est important, en fait, c'est de noter l'importance des petits pas. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire un petit progrès tous les jours que d'essayer de mettre une marche très, très haute qu'on n'arrivera pas à atteindre dès le départ. Et donc ça va nous permettre d'amorcer de la transformation sur les opérations et de tirer petit à petit le fil pour aller vers des changements majeurs et complexes sur des organisations. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à retenir, c'est partir du terrain, ça nous permet de mettre le doigt un petit peu dans l'engrenage du changement et de commencer à initier des choses qui nous permettent d'améliorer des grandes choses à la suite. Et si on peut rajouter quelque chose au-delà de ça, c'est plus on a des petites victoires, plus on a l'adhésion des gens. Plus on a l'adhésion des gens, plus on peut aller loin. Des petites victoires, c'est des compagnons qui marchent moins, qui sont moins fatigués. C'est des petits panneaux qui permettent de moins chercher. C'est du pragmatique, c'est du terrain. Et après, on peut faire des systèmes un peu plus poussés. Le Lean est un temps long, travaille sur le temps long de changement. Déjà, il faut accepter le changement et d'amélioration continue. Alors, ça, c'est chez nous. Donc, on a deux grosses activités chez Spivatinho Construction Région. Une activité projet, on construit des bâtiments,
des bureaux, des immeubles, des hôpitaux, etc. Et on a une activité qu'on appelle présence, qui est beaucoup plus de proximité, qui est apparenté à des petits travaux, petits étant pas péjoratif, mais c'est des travaux, d'1 ou 2 journées, chez des clients industriels et autres, des collectivités ou, voilà. Et l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on a fait, de manière un peu plus ludique qu'un long discours, et puis après, je parlerai de comment ça s'est réellement passé.
Bon, voilà, c'est une petite vidéo promotionnelle, hein, tout n'est pas aussi beau, mais l'idée première, c'était de savoir comment se faisait le processus de passation des travaux de la commande, enfin, du gain de l'affaire jusqu'à la livraison. Et quand on a été sur le terrain dans le camion avec les chefs d'équipe, on s'est rendu compte très vite qu'ils n'avaient pas toutes les informations, qu'ils devaient aller assez souvent chez des fournisseurs pour aller chercher du matériel parce qu'ils ne savaient pas forcément tout, etc. Donc la première des actions, et qu'on est encore en train d'améliorer aujourd'hui, c'est cette fluidité d'informations pour que les chefs d'équipe commencent le plus rapidement possible leur chantier à la date de départ du chantier. Ils pouvaient perdre 2-3 heures avant d'aller sur le premier chantier pour aller chercher ce qu'il fallait, etc. Et donc, juste en remaniant un petit peu le processus et en remaniant un petit peu l'organisation et la gestion de la communication en interne, on a réussi à stabiliser un processus qui n'était plus et à redynamiser l'équipe avec une perspective et une vision de terrain qui pouvait aller jusqu'à 2 semaines pour les meilleurs chefs d'équipe. Donc ça veut dire qu'ils sont en capacité d'anticiper des futurs travaux et ils sont en capacité de précommander des choses au dépôt pour pouvoir mieux préparer le lendemain de leur fin de travaux avant. Et là, on commence à travailler sur des kittings disponibles au dépôt pour prendre, voilà, il y a juste à prendre, hop, on le met dans le fourgon et puis on part faire ses travaux, toujours dans cette idée d'améliorer les lancements de chantier pour pouvoir améliorer les fins de chantier et cette transition fin de chantier, nouveau chantier. Donc voilà, ça fait 1 an et demi qu'on est là-dessus. Avec d'autres choses qui se greffent un peu à côté, mais ça fait 1 an et demi qu'on est là-dessus. On a des bons retours. On a des chefs d'équipe qui vont moins chez les fournisseurs pour aller chercher le petit sac de ragrage qui manque ou le petit sac de béton qui manque. Ils ne sont pas en surstock non plus, ils sont en bonne capacité et on a des gens qui sont un peu plus investis dans le processus de construire, qui l'ont peut-être un peu plus compris. Et donc voilà, donc c'est un exemple qui fonctionne plutôt bien, chez SPI Batignolles en tout cas. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vous raconter l'histoire de ce chantier. Comment est-ce qu'on a mis en place une démarche Lean sur cette opération? Alors, c'est un chantier d'envergure. On est à l'étranger, en Amérique du Sud, sur la construction d'un aéroport. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est un poste de travail sur lequel on nous a appelés parce qu'ils avaient des problèmes de productivité. Donc, on nous appelle en préparant la mission. Ce que j'ai trouvé assez marquant, c'est qu'il y avait beaucoup de jugements sur la valeur des ouvriers, où on nous expliquait que quelque part, c'était de leur faute si le chantier n'avançait pas, à cause de la culture, de plein de choses. Et donc, on est allé là-bas et on a fait une première opération qui a été d'observer ce poste de travail et de faire ce qu'on appelle de la chronoanalyse, donc une analyse VNVA, où en fait, on s'est mis, comme Quentin, en immersion pendant une journée complète avec les ouvriers et on a mesuré ce qui se passait, on a regardé la pose de ces tables confrontes notamment. Et ce qu'on a observé le premier jour, c'est qu'effectivement, ils avaient des gros sujets de productivité. Ils n'atteignaient pas du tout les objectifs. Et du coup, ce qu'on a fait comme exercice, c'était de décortiquer un petit peu les données qu'on avait et dans un second temps, de les analyser avec les ouvriers. C'était l'implication des ouvriers qui nous paraissait importante. Donc, pour ce faire, en fait, on a, pendant une journée complète, et on les a fait travailler autour du sujet de quels sont les gaspillages sur leur poste de travail et comment est-ce qu'on peut améliorer la situation et mettre en place des solutions concrètes, directes pour améliorer la productivité. Alors, vous voyez là le résultat de la chronoanalyse sur ce poste de travail en spécifiquement. Ce qu'on remarque, en fait, c'est que la non-valeur ajoutée que vous voyez, c'est principalement des attentes.
Et alors, quand on parle d'attente, souvent on se dit « Ah bah oui, bah, c'est l'ouvrier qui fait une pause parce qu'il est fatigué ». Là, non, c'est vraiment de l'attente subie. Je ne peux pas travailler parce que je suis bloquée, parce qu'il me manque une information, il me manque un outil, la zone est encombrée. Enfin, vraiment, c'est de l'attente subie. Donc, ils ont travaillé ensemble sur un plan d'action pour pouvoir améliorer la situation déjà à leur niveau. Et puis, petit à petit, en fait, on a tiré le fil pour arrêter de les faire attendre sur leur poste de travail. Donc, la première opération qu'on a faite, c'est de travailler avec eux la propreté du site et puis le rangement et l'organisation des flux physiques. Donc, on est passé par la méthode des 5 S que vous devez bien connaître, avec les 5 étapes pour ranger, organiser un poste de travail. Et donc, déjà, de visuellement marquer au sol, alors la photo n'est peut-être pas très, très claire, mais on a noté les zones dans lesquelles les ouvriers devaient travailler, les zones sur lesquelles ils pouvaient stocker, les zones sur lesquelles on pouvait circuler. Et puis, on a rangé, organisé le chantier pour que ce soit beaucoup plus efficace sur le terrain. Une fois qu'on a fait ça, sur le travail du terrain, on a tiré le fil. Et en fait, dans les attentes, il y a aussi l'attente de je ne sais pas où je vais travailler demain, ou je ne sais pas ce que je dois faire ensuite, même aujourd'hui. Et donc, la deuxième chose qu'on a fait avec eux, c'est vraiment de travailler sur ce qu'on appelle le briefing de poste, où on les a mis en capacité de prendre leurs responsabilités à leur niveau. C'est-à-dire que eux, ils sont censés à travailler et à être efficaces sur leur journée. Et donc, on a travaillé sur un briefing matinal avec le chef d'équipe qui vient expliquer à ses équipes où est-ce qu'ils travaillent aujourd'hui et demain. On leur donne toujours un peu de visibilité pour que, par exemple, ils évitent de stocker du matériel là où ils vont travailler le lendemain. Ça leur permet, eux, à chaque moment de la journée, de dire, voilà, je subis une attente parce qu'il y a vraiment un problème sur le chantier. Je peux déjà préparer le poste de travail de demain et anticiper des choses, commencer à gagner en efficacité. Ça leur a permis aussi, cette routine, de remonter. Donc, on avait un échange entre ce qui se passait sur le terrain et puis les vrais problèmes qui peuvent être remontés. Et là, il y a une démarche d'amélioration continue où on se pose la question de est-ce que c'est un problème qui arrive de manière récurrente? Oui, non. Est-ce qu'on peut faire quelque chose à notre niveau? Non. Alors, ça remonte plus haut et on cherche des solutions pour tuer vraiment les problèmes à la base. Donc ça, c'est quelque chose d'assez essentiel sur le terrain. Et en fait, quand on a commencé à tirer le fil, pour pouvoir mettre en place cette planification sur le terrain, il fallait que les flux de travaux soient bien organisés et donc que le planning de travaux de la semaine soit organisé. Donc cette première étape, en fait, elle nous a permis de re-questionner aussi le management du projet et d'aller encore plus loin dans l'amélioration. Donc, on avait commencé à améliorer la productivité sur le terrain. On a commencé à travailler ces briefings de poste. Avec ces deux actions, on a déjà observé sur ce poste de travail spécifique une amélioration nette de la productivité. Je crois qu'ils ont fait x9 les semaines qui ont suivi sur la productivité de leur poste de travail. Et en fait, rapidement, du coup, ça a mis le doigt sur les problèmes d'organisation plus généraux. Et du coup, on a mis en place le LPS dont Quentin parlait tout à l'heure, un outil qui nous permet de travailler sur la planification des travaux de manière collaborative, avec chacun à sa bonne vision et son bon niveau d'engagement. Et donc, là, vous voyez une réunion où on est en train de planifier l'activité sur les 3 semaines à venir pour anticiper un maximum les travaux, vérifier les prérequis et s'assurer que tout le monde allait partager la même vision et anticiper un maximum de sujets pour que, en fait, on ait extrait du poste de travail un maximum de non-valeur ajoutée et que l'ouvrier, on le mette en position de produire de la valeur ajoutée. C'est ça la recherche qu'on va toujours faire, c'est vraiment de chasser ces gaspillages pour mettre le compagnon en position de produire. Pour finir sur ce projet, en fait, on a tiré le fil comme ça avec des petits pas. Donc, on a commencé par un premier poste de travail, on a commencé par une première zone à planifier en travaux, et puis petit à petit, ils ont fait tâche d'huile sur tous les postes de travail de l'organisation. Donc, ils ont mis en place un référent ligne qu'on a formé et qu'on a accompagné pour qu'ils puissent faire ce même travail sur les autres équipes. Et au final, ils ont même été tirer le fil jusqu'à la planification des études. Et le résultat, en fait, c'est qu'ils ils nous ont expliqué
qu'ils avaient gagné 30% sur leur productivité au global sur le projet. Donc ça, c'est assez intéressant. En fait, c'est qu'on voit qu'avec une première observation sur le terrain, on a fait les petits pas. C'est l'échelle on vous a montré tout à l'heure, et que petit à petit, on a tiré le fil pour toucher le management et l'organisation d'un projet très complexe, de grande envergure. Et petit à petit, on a amélioré la productivité sur le terrain. L'autre point qui était assez important sur ce projet, c'est que finalement, on était parti avec ces discours de c'est de la faute des ouvriers, il y a un problème de culture. Les impliquer dans le processus de décision. Donc l'amélioration, elle est venue d'eux, elle n'est pas venue de nous, ce n'était pas quelque chose de descendant. Et au final, on s'est rendu compte que ce n'était pas ça le problème, c'était vraiment un problème d'organisation. Et en améliorant l'organisation, on a amélioré la productivité, les conditions de travail, et on a fait un projet dans de la performance globale. Et donc, c'est un peu la conclusion, c'est que quand on cherche à faire des démarches d'amélioration continue, l'idée, c'est vraiment de chercher la performance globale et d'améliorer tous les axes de la performance à la fois. C'est-à-dire, on va chercher la sécurité, la qualité, la productivité, les délais, mais aussi la santé. L'idée, c'est quand même d'avoir une démarche dans laquelle on travaille plus en sérénité, moins dans le jugement de valeur, et aussi dans des meilleures conditions de travail. Je ne sais pas si Quentin, tu veux compléter? Non, tu as dit tous les mots-clés qu'il fallait dire pour promouvoir le Lean. Pas de standard, pas d'amélioration. Pas de standard, pas de gens qui font les choses bien du premier coup. Moi, je pense que tout part du standard et de l'observation des postes, et que des gens qui savent quoi faire dans nos métiers, il y en a plein, mais par contre, ils savent peut-être pas comment le faire ou avec quelles ressources les faire. Et c'est avant de démarrer le poste du travail qu'il faut les mettre en place. Et pour finir, le Lean est une démarche longue, sinueuse, faite de changements, de remise en question. Donc, c'est peut-être l'élément le plus difficile, et surtout de la communication entre les gens. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Sophie et Quentin. Est-ce que, Sophie, tu peux enlever le partage? Comme ça, on va passer à la partie questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, soit par écrit, soit en m'envoyant sur WhatsApp, soit également en demandant la parole, en levant la main. Avec grand plaisir, on vous donne la main. Merci beaucoup, Sophie et Quentin. C'est vraiment très intéressant de présenter en binôme une entreprise de construction qui est intéressée par le Lean et une entreprise spécialisée dans les formations et dans la partie Lean. C'est très intéressant, cette notion de binôme. Je donne la parole au professeur Issam Charour. À vous, professeur. Merci, Zuber. Bonjour à tout le monde et merci pour cette présentation très intéressante. En fait, j'ai deux questions pour montrer bien qu'effectivement, cette approche permet de faire des économies qui sont très importantes. Et la question qu'aujourd'hui, au niveau des entreprises, est-ce qu'ils l'intègrent déjà au niveau de la réponse à des appels d'offres? Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'intégrer l'apport du Lean dans le calcul du prix, dans les propositions? Parce que là, aujourd'hui, on voit qu'effectivement, qu'on arrive sur le chantier, on va améliorer les performances, mais la question, est-ce qu'on peut être vraiment compétitif en réduisant les prix des entreprises? Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, moi, je suis prof à l'université, et je me demande, de point de vue recherche, de point de vue académique, qu'est-ce qu'on peut apporter, d'après vous? Parce que ce que vous utilisez, c'est beaucoup de choses, des outils, je dirais que ce n'est pas péjoratif, relativement simple. C'est beaucoup de bon sens, tout à fait. Mais je dirais que si on va aller sur des projets très, très complexes, où il faut intégrer l'ensemble des intervenants, le fournisseur, les sous-traitants, des projets très, très larges. Et dans ce cas, probablement, c'est très difficile de faire ça à la main. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de développer des outils beaucoup plus sophistiqués? Est-ce qu'on peut faire appel à de l'intelligence artificielle? Autre chose, peu importe. Est-ce que sur le plan académique aujourd'hui, on peut apporter quelque chose? Voilà.
Sur la première question, non, parce que nous ne sommes pas assez matures pour mesurer le gain d'une méthode comme ça. On pioche dans le lean construction ou le lean management des outils. On n'a pas encore intégré l'ensemble de la philosophie du lean. Speedbatignolles, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on met ça en place. On a des petites victoires. On fait l'esprit Kaizen, donc les LPS, le management visuel, le 5S, les modes constructifs, les modes opératoires, les standards. On est en train de les écrire et de les faire appliquer, parce que le plus compliqué dans tout ça, c'est de standardiser une méthode. Et il faut du temps, parce qu'il y a beaucoup d'inertie dans nos métiers. Et je pense que très rapidement, on va réussir à avoir une maturité en exécution, parce que c'est notre fer de lance aujourd'hui. Mais petit à petit, moi, je suis de plus en plus amené à répondre avec mes collègues à des appels d'offres pour fiabiliser un planning dans un premier temps. Pourquoi pas, si on arrive à dire qu'on répond 2 mois avant nos concurrents, mais faut être sacrément sûr de soi, j'imagine, dans la maîtrise des flux de travaux. Pour la deuxième question, je pense que l'idée de supply chain et l'idée d'organisation et de gestion complète de la chaîne de valeur, de la décision de construire jusqu'à l'utilisation finale des bâtiments ou de tout ce qu'on peut construire, certainement qu'il faudra le théoriser à un moment donné. Merci. Moi, si je peux Ouais. compléter, nous aujourd'hui, on nous appelle pour répondre à des appels d'offres avec des entreprises. Ce qu'on apporte, c'est un peu, je pense, l'élément différenciant, c'est-à-dire que quand il y a des projets et qu'il y a deux réponses et qu'ils voient qu'il y en a une avec du lean et une où il y a une méthode classique, c'est assez différenciant aujourd'hui. Après, financièrement, c'est difficile à valoriser. Aujourd'hui, les indicateurs, c'est compliqué parce qu'en fait, on ne compare pas deux situations similaires, on compare quelque chose de prévisionnel. Et donc, les indicateurs sont très compliqués à calculer sur du prévisionnel. Par contre, moi, ce que j'ai vu comme expérience, c'est la mise en place de démarches de ce style-là par un maître d'ouvrage, par exemple. J'ai un maître d'ouvrage en l'occurrence en tête qui a mis en place une démarche d'amélioration avec des entreprises. Et en fait, quand il a commencé à faire le deuxième chantier à côté il a réintégré ça et en fait, ça a été un vrai sujet de discussion avec les entreprises qui ont, parce que le premier chantier, du coup, il avait investi sur des moyens, etc., pour mettre en œuvre des démarches. Et sur le deuxième chantier, du coup, il a arrêté son investissement et il a négocié avec les entreprises pour dire on va partager les coûts ensemble et est-ce que vu que vous avez gagné bien de l'argent sur la première opération, on peut peut-être rediscuter sur la compétitivité et la mise en place. Mais donc, il a fallu s'appuyer sur une première opération pour pouvoir aller vers cette compétitivité et plus de gains sur la deuxième opération. Merci. En fait, il faudrait construire 2 mêmes bâtiments avec 2 méthodes différentes. Et les mêmes équipes et les mêmes conditions. Et les mêmes équipes et les mêmes conditions. Mais je comprends, mais disons que effectivement, Oui, ça oui. dépend beaucoup des personnes, des équipes. Je veux dire, à un moment donné, il y a quand même une expérience qui se développe, il y a des Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est différenciant sur le marché. Je pense que c'est ça. Je pense, parce que Je si au niveau du marché, ça n'intervient pas, c'est bien dommage. On ne gagne pas en compétition. Enfin, voilà, Oui. c'est ça on comprend. Uniquement peut-être pour ajouter un élément au professeur Issam Charour, il y a des écoles de Lean en fait au niveau des théories de Lean construction. Il y a, on va dire, il y a l'école américaine qui est basée qui a été fondée par Ballard et qui est plutôt orientée entreprise. Donc, on voit ces outils-là, le LPS, le 5S et des choses comme ça qui sont très pratiques pour l'entreprise. Il y a aussi la théorie, il y a aussi un théoricien qui s'appelle Laurie Koskela, où il y a toute la partie théorie sur les notions de flux, sur les notions de comment mesurer la productivité, les liens aussi avec l'économie du marché. Et là, on a tout un aspect théorique extrêmement important qui existe et où il y a beaucoup de travaux de recherche, mais qui ne passe pas encore au stade de la partie entreprise parce que
qui passent pas encore au stade parce qu'on est en tout cas en France, on est dans les premières phases, comme disait Quentin, sur quelques années en fait d'application sur le Lean, mais il y en a quelques-uns qui ont démarré il y a une dizaine d'années. Par contre, il y a aussi autre chose dans le domaine du Lean, il y a le Lean pour le public, c'est-à-dire toutes les formations, toutes les études de recherche, il y a un volet Lean public où il y a des formations spécifiques pour les donneurs d'ordre pour qu'ils puissent l'intégrer dans l'appel d'offres. Il y a, par exemple, en Allemagne, il est intégré, dans les pays, en Finlande, il est intégré, et aux États-Unis également, il est intégré dans le donneur d'ordre, c'est-à-dire dans la partie marché. Jusqu'à maintenant, on n'est pas encore arrivé en France pour pouvoir l'intégrer, quand bien même le public qui s'intéresse de plus en plus sur la partie Lean. Donc, uniquement pour rajouter quelques éléments. Manuel Martin qui veut poser une question. Oui, bonjour. C'est pour vous faire part d'une expérience dont je représente l'OPPBTP, qui est l'organisme de prévention de la branche du bâtiment. Donc, bonjour Quentin, bonjour Perrine, bonjour Christophe. Je les connais plutôt bien. Oui, je vous ai mis dans le fil de conversation le lien vers une étude que nous avons réalisée sur une opération où le Lean a été mis en place, et notamment le LPS, avec une étude économique. Donc, pour répondre à la question de M. Chaour, aujourd'hui, on arrive à quantifier des gains économiques sur des expérimentations d'entreprises, et l'expérience qui a été mesurée ici met en avant un rapport de gain de 2,70, c'est-à-dire que pour 1 euro investi, on économise 2,70 € lorsque l'on met du Lean en place. Alors, certes, et là je rejoins Quentin, il faudrait fabriquer 2 bâtiments avec les 2 mêmes équipes, avec les mêmes process, etc. Mais quand on le fait sur le même chantier, sur un chantier qui dérape, on intervient, on met en place le Lean, ou en tout cas on utilise un outil Lean, et on mesure après, là on s'aperçoit de gains énormes. Donc c'est une façon aussi pour l'organisme de prouver que ces démarches-là, au-delà du gain sécurité et du gain vis-à-vis du compagnon même, apportent à l'entreprise un gain économique, et c'est ce que l'on essaye de mettre en avant. Donc on est au début aussi de nos travaux là-dessus, et moi ça me fait plaisir de participer à ce genre de webinaire. Merci. Chez nous, on a un indicateur de satisfaction, c'est que 100% de conducteurs de travaux qui mettent du Lean sur leur chantier, ils remettent en place du Lean un peu plus poussé. Le LPS, c'est devenu monnaie courante. Tout ce qui est organisationnel, pic dynamique, management visuel, ça devient monnaie courante. Donc, c'est des démarches qui plaisent et qui trouvent leur public. Vive le Lean. Merci. D'autres questions dans la salle? À un certain moment, Quentin, vous avez dit la qualité, juste la qualité. Vous voulez dire quoi avec juste la qualité? La juste qualité, c'est-à-dire que quand on construit un mur et qu'il y a des défauts, mais que le mur est doublé, bah, ça ne sert à rien de reprendre le mur. D'accord, parce qu'il y a toute une théorie derrière sur la partie qualité. Oh oui, oui, oui. Donc, non, là, c'est moi, on va s'arrêter sur ce point-là, d'accord. Okay. Non, c'est la juste qualité, c'est bien faire du premier coup ce que demande le client. D'accord. Et Sophie, vous avez dit à un moment que, pour l'exemple en fait, de l'entreprise, vous avez été contacté parce qu'il y avait un problème de productivité. Est-ce qu'on vous contacte uniquement quand il y a un problème et pourquoi ils vous ont contacté? Pourquoi ils n'étaient pas eux-mêmes capables de le faire tout seuls pour ce problème-là? Et est-ce qu'on peut généraliser? Moi, je ne suis pas d'accord, hein, bien sûr. Est-ce qu'on peut généraliser pour dire que si on a un problème de productivité, vous nous contactez pour faire travailler les gens, en fait, et les rendre productifs? Ça fait des réductions des lignes, en fait, hein, entre guillemets. Non. Alors, en fait, ce que moi, j'ai noté, en tout cas, de mon expérience, hein, c'est que souvent, les gens nous appellent parce qu'ils ont un problème. Parce qu'en fait, ils cherchent plein de solutions, ils ont essayé des choses, et puis finalement, ils tombent sur le Lean et ils se disent « Tiens, un truc nouveau, peut-être que ça pourrait m'aider ». Et du coup, ils nous appellent dans ce contexte-là. En fait, souvent, ce qu'on voit, c'est que c'est des gens qui montent en maturité et qui aujourd'hui nous appellent bien en amont sur les projets,
parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'est bien d'appeler quand on a un problème, mais on peut faire beaucoup plus de choses si on nous appelle en amont, en fait. Et enfin, moi, je leur dis souvent, hein, je suis pas magicienne, j'ai pas de baguette magique, donc enfin, nous appeler quand vous avez uniquement des problèmes, c'est pas forcément là où on a le plus d'efficience. Et donc, on a de plus en plus de gens qui s'intéressent au process en amont. Et donc aujourd'hui, je suis même sur des phases d'études, enfin des appels d'offres, des choses comme ça, pour mettre en place des démarches plus profondes, on va dire, et plus efficaces sur les projets. Et je pense que voilà. Donc, je pense que c'est parti de ces constats-là. Je pense que le Lean, notamment quand ça a commencé en 2007-2008, c'était des contextes de crise où il y avait des grosses questions, un peu de re-questionner la sécurité, comment est-ce qu'on fait de la sécurité de manière productive, des choses comme ça. Et c'est parti de là. Mais aujourd'hui, non, on ne nous appelle plus parce qu'on a un problème, on nous appelle plutôt en phase amont parce qu'on dit que c'est une bonne façon de travailler et que ça va vraiment transformer l'organisation vers des choses plus efficientes. D'accord. Vous avez également parlé tous les deux, en fait, et ça peut rejoindre en fait la question de M. Charour sur la notion de. Si vous pouvez rajouter un mot sur la partie Lean construction et la partie logistique, et si vous pouvez donner un mot sur la notion de flux tiré et les flux poussés. Ce sont des éléments assez importants. Et est-ce que vous disposez des bases de données sur plusieurs chantiers divers, etc., qui peuvent être exploités en termes d'analyse et en termes d'analyse des données, ne serait-ce que ça, et propositions, en fait, après des recommandations ou bien des stratégies spécifiques. Quentin ou Sophie, c'est pareil. Hein. Je ne suis pas content si tu veux répondre. Oui. Oui, on a des outils qui commencent à performer dans le suivi des démarches Lean. Je pense notamment à des outils de planning dynamique qui nous permettent de pointer des avancements de chantier, etc. On a des bases de données de séquences de travaux en fonction de la typologie d'ouvrage. On a ce qu'on appelle des bibliothèques de séquences. On est en train de générer tout un tas de standards d'installation de chantier pour éviter aux conducteurs de travaux de réinventer quelque chose quand ils démarrent. Et les flux tirés, flux poussés, alors si c'est une définition qu'il faudrait donner, c'est-à-dire que le flux tiré, c'est la fin du chantier qui tire le début du chantier, quoi. Et il faut tout mettre en place pour y arriver. Alors, je ne sais pas si je réponds totalement à la question ou si je l'ai comprise. Non, c'est très bien. Puis ça peut introduire le sujet pour les prochaines. Oui. Pour les prochains webinaires, c'est un sujet, je sais que c'est vaste, il est même conflictuel suivant les notions de logistique de construction et logistique, en fait, dans le milieu, dans l'industrie, en fait, classique. Je pense que vous avez déjà un peu abordé le sujet sur les webinaires précédents de la supply chain. Pour moi, aujourd'hui, si je peux répondre juste à ça, des données, on en a, on commence à avoir de plus en plus d'expérience. Et voilà, moi, je vous dis, ça fait 10 ans que j'en fais, donc des chantiers, on en a. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de voir un peu l'expérimentation sur tout ce qui est supply chain et la logistique. Et là-dessus, on commence seulement, je trouve, à récupérer un peu de la donnée et à se rendre compte vraiment de qu'est-ce qui se passe et les impacts d'organiser la chaîne de production. Parce qu'en fait, c'est une démarche qui a été très longue et on est parti du terrain. Et petit à petit, on a travaillé sur la planification et petit à petit, on est arrivé à la chaîne logistique. Et voilà, et donc ça a pris beaucoup de temps. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à avoir des retours d'expérience sur la logistique, mais ça aura pris beaucoup de temps. Voilà. On est au début de quelque chose. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation et cet échange. On a décidé toujours de rester 1 heure maximum en fait, pour que ce soit vraiment lisible après. Je remercie M. Martin qui a mis dans le champ de discussion en fait, quelques éléments que vous pouvez récupérer avec la prévention BTP. Je le remercie pour ce partage également. Et je voulais vous informer que le prochain webinaire aura lieu le 4 mai à 13 h. Il sera fait par 2 entreprises avec 2 personnes, M. Jean-Baptiste Boutillon et M. Philippe Banquet. M. Boutillon, il est de Nord-Ouest Construction
et monsieur Philippe Banquet, il est de Acorus. Tous les deux, ils sont sponsors en fait de l'IFCL. Et le sujet, c'est le Lean appliqué dans 2 entreprises de bâtiment et comment relever les défis. Donc, on va vous envoyer ce 8e webinaire avec 2 personnalités assez importantes, 2 visions également, 2 expériences à partager avec nous. Je voulais vous remercier tous pour votre présence, votre participation. Et merci à Sophie et à Quentin. Vraiment, vous faites un bon duo et merci pour votre partage. On a beaucoup de questions. N'hésitez pas à leur envoyer par mail des questions et échanger. Et merci encore. Et très, très bonne journée à tout le monde. Et bon Merci pour l'écoute. Merci. Merci Sophie pour cet excellent duo. Merci Au à toi. revoir. Au revoir. Au revoir. Sophie, Quentin, si vous pouvez me donner vos numéros de portable, je voudrais échanger avec vous. Et je vous donne le mien, 06 09 23 87 04. 06 09 23 87 04. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.